Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Grand Canal, l'émission qui vous dit chaque jeudi soir l'essentiel de ce que vous avez le droit de savoir sur les transformations que connaît notre société. Aujourd'hui, nous allons parler de la vindicte populaire, cette pratique qui enlaidit notre société. Pourquoi les Béninois se font-ils justice? Quelles sont les causes de ce phénomène? Comment y mettre un terme? Juristes, sécurocrates, sociologues, artistes, penseurs libres, objecteurs de conscience et bien évidemment nos experts réunis sur le plateau vont partager pendant les prochaines minutes leur point de vue sur la question. Dans la matinée du jeudi 21 octobre dernier au quartier Gbira, c'est dans la ville de Parakou, Éloi Dogo, jeune étudiant en année de licence, a été innocemment ligoté et brûlé vif. Ce jeune homme, ses parents sont sur ce plateau, ses frères, ses cousins. Il s'agit de Adonaïs, Ulrich, Eric et Jules, que je remercie d'avoir fait le déplacement. Bonsoir, chers amis. Ils pourront dire, partager avec nous leurs émotions, ce qu'ils pensent de ce phénomène qui, malgré tout, prend de l'ampleur dans notre société, dans notre pays. Sur ce plateau, en dehors de mes experts, d'ailleurs que je salue, que je suis content de retrouver, Franck Kenevor, Raouf Fayon, François Aoudo, Michel Tchanou, Collins Yann. Nous avons des personnes ressources. Il s'agit de M. Dr Bruno Mocho, sociologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de M. Mocho, nous avons M. Marius Dadjo, commissaire de police à la retraite. Bonsoir, commissaire. Je suis très heureux de vous retrouver. Rodrigue Maouna Atiogbe, c'est un doctorant en mathématiques. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Junior Deguenon, il est juriste. Bonsoir. Monsieur Deguenon, merci beaucoup. Montesquieu Ange Roui est responsable programme justice pénale de l'ONG Changement Social Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue au passage votre responsable, Ralmed Gandaro. Jamil Mamagao, c'est un slammer, un artiste. Bonsoir, cher ami. Merci. On va vous écouter dans un instant. Kamal, on ne le présente plus. Kamal, bonsoir. Vous êtes co-auteur d'un clip sur le phénomène de la vindicte populaire qu'on va suivre au cours de cette émission. C'est assez poignant. En tout cas, prenez-le entre vous, chers amis. Restez avec nous, restez bien assis dans vos fauteuils pour suivre nos discussions. Mais aussi et surtout, la partie qui vous plaît assez. C'est cocasse, nos amis, les comédiens de Jésus Comedy Club qui seront là dans une vingtaine de minutes pour vous égayer. Bienvenue donc dans le Grand Canal. Voici nos discussions. J'ai failli commettre un crime de lèse-majesté, Romain Clozo. Je ne vous ai pas oublié. Alors, on sera avec vous dans un instant pour la rubrique TIC Télé. Bonsoir, Roméo. Alors, chers experts, y a-t-il eu déjà des vindictes populaires dans vos différentes localités, Raouf Fayon? Pour ce qui me concerne, je vis au quartier Segbeya Nord, précisément dans la rue du Centre des Aveugles et en Biop de Cotonou depuis plus de 20 ans. Et j'avoue que je n'ai jamais été témoin d'un cas de vindicte populaire. C'est votre chance. C'est une chance. Franck Kenevor. Oui, je pense que je n'ai pas vraiment été témoin dans mon environnement, mais je sais qu'à Sainte-Rita, où j'ai grandi, il y a eu des voleurs qu'on appréhendait et que bon, la communauté se chargeait de les corriger, entre guillemets, mais il n'y a pas eu de mort enregistré en ce qui concerne ces personnes-là. Donc, je n'ai pas été témoin de près d'une situation de vindicte populaire. François Oudou a-t-il assisté à un rôtissage humain? Je n'aurais même pas réussi à en être témoin. La seule fois que je peux évoquer, cela remonte peut-être vers 2002 par là, où les faits se sont déjà passés. Mais la victime était encore là, dans la fumée. Quand j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu que c'est de cela qu'il s'agit, j'ai détalé, parce que je n'arrive pas à regarder des spectacles de ce genre. Donc on ne peut pas dire que j'ai été véritablement témoin de cela. Ce sont des images, lorsque vous les voyez, ça ne s'efface plus jamais de votre tête. Et depuis que vous nous avez annoncé que ce sera le thème de cette émission, ouais, vous pouvez
croyez-moi, les images sont revenues dans ma tête comme si c'était hier. Franchement, voilà. Mais je n'ai pas été témoin directement. Cependant, c'est resté normal. Okay. Non, moi, au détour des années 2000, j'étais encore dans la presse active et je me rappelle bien de cette histoire de voleurs de sexe qu'on disait. Et on accusait une communauté du Nigeria pour dire chaque fois ils vous touchent et puis votre sexe disparaissait. Oui. Et on a dû lyncher des Ibo dans le cas d'espèces. Et le phénomène avait tellement pris d'ampleur que ça devrait même opposer les communautés Ibo à certains Béninois. Et je me souviens bien qu'il a fallu que le ministre Tarima de l'Intérieur à l'époque amène quelqu'un qui dit que son sexe avait disparu sur les plateaux de la télévision. On l'a montré devant les caméras et on a sorti son engin, était tellement en place. Et dire qu'on avait tué des menuisiers au niveau de l'Étoile Rouge, quelque part dans Cotonou, ce phénomène-là, moi, ça m'est resté la tête dans la tête par rapport à cette histoire de sexe, dans les années, au détour des années 2000. Et sinon, généralement, quand il y a ce genre de la vindicte populaire, personnellement, je suis tellement émotif que moi, je n'aime pas aller regarder ce genre de corps. Je vais dire que dans ma plus tendre enfance, j'ai vécu un phénomène, j'avais 7-8 ans, je ne me rappelle plus. Ça consistait, on avait attrapé un voleur dans une maison, on l'avait attaché au poteau, au carrefour, au quartier, et des gens passaient, prenaient du plaisir, une personne a jeté de la pierre, une autre a frappé. Et il y a une phrase qui m'est restée, j'ai grandi avec, quelqu'un avait dit, il vit encore, il nous a vus, il peut nous reconnaître. Donc il ne faut pas qu'on le laisse en vie. Ça m'avait marqué. Et j'avais pris peur, j'étais parti, mais c'était dans le quartier. Voilà, c'est des images avec lesquelles c'est difficile de vivre, très difficile. Alors, je vais tout de suite donner la parole à des gens qui ont été directement touchés par ce phénomène et qui, sans doute, encore traînent ces traumatismes-là. Je veux parler des frères de Éloi Dogo, Adonaïs, Ulrich, Eric, Jules. Vous allez prendre la parole, me dit déjà, remettez le micro, oui, merci Roméo. Quels sont les sentiments qui vous animent là maintenant? Bon, on entend d'aborder ce sujet alors que votre frère vient d'en être victime. Merci, monsieur le journaliste. Et j'avoue que quand on a commencé cette émission, j'ai entendu le nom de Éloi Dogo encore. J'avoue que c'est tout comme si la scène s'est passée hier. C'est malgré moi que je suis en train de parler même, puisque je ne sais pas comment je vais caractériser le sentiment qui m'anime en ce moment. Mais ce que je retiens, c'est que ce n'est pas facile de vivre ces moments-là, parce que ce n'est pas de la joie. Perdre une personne chère à toi et tu es en train de voir que c'est la population qui est en train de tuer, de brûler injustement une personne qui est chère pour toi. J'avoue que ce n'est pas facile à digérer et que le sentiment là, c'est trop. Je souhaite qu'on aborde ce sujet en deux axes. D'abord, les victimes innocentes de la vindicte populaire, comme ça a été le cas à Parakou. C'est d'ailleurs le prétexte de cette émission, le jeune étudiant Éloi Dogo. Puis après, le phénomène en lui-même, la justice populaire. Et on pourra faire intervenir les personnes ressources en la matière pour nous aider à comprendre. Comme je vous l'ai dit, il y a un spécialiste des droits de l'homme sur le plateau, il y a un juriste, M. Deguenon, là, le sociologue, il est là. On va pénétrer un peu, analyser les différents aspects de ce phénomène. Alors, Éloi Dogo, c'est un jeune étudiant qui a été donc assassiné à Parakou, brûlé vif. J'ai entendu Franck Kenevo parler tout à l'heure de correction publique. Alors, comment appréciez-vous qu'on ait ôté la vie à un être humain aussi, de cette façon aussi macabre, alors qu'il est innocent, François Aoud? C'est le mot correction d'abord qu'il faut commencer par examiner. Parce que pour vous parler de correction, d'abord, à terre, il faut déjà s'assurer que la personne a commis une faute. Nous sommes devant des circonstances où rien n'établit que la personne était fautive, que la personne a commis ce qu'on met à sa charge. N'oubliez pas, nous sommes dans une démocratie où les pouvoirs sont bien répartis et qu'il existe un pouvoir judiciaire, et ce n'est que ce pouvoir judiciaire qui peut établir la culpabilité de tel ou tel. Tout à fait. Nous avons les juristes qui vont prendre la parole certainement, qui en diront plus que moi. Donc, il y a d'abord cet aspect qu'il faut examiner. Deuxième aspect qu'il faut examiner, même s'il y a correction,
Vous voyez, même quand quelqu'un commet un crime et se retrouve devant la justice, vous voyez dans quelles circonstances et au bout de quelle procédure on établit que c'est la personne qui est fautive. Donc rien de tout cela n'est fait et on imagine en fait que la personne est fautive et cela suffit pour qu'on lui ôte la vie. Donc j'ai voulu dire que même quand la personne est fautive, rien ne justifie qu'on puisse lui ôter la vie. Il faut se référer à la justice et la justice se fonde sur des textes qui ont prévu des pénalités. Donc le mot correction, d'abord commençons par l'enlever, sinon cela pourrait laisser penser, c'est vrai, ceux qui agissent, c'est ceux qui se mettent en tête. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit puisqu'on n'a jamais établi qu'il s'agit d'un fautif. Les procureurs de la vindicte populaire, ils n'ont pas le temps d'instruire, ils n'ont pas le temps de vérifier. Justement, on décrète qu'il est coupable et on passe à l'acte. C'est l'un des aspects les plus intolérables du phénomène. Oui. C'est vraiment ce qui est à déplorer, c'est ce qui a condamné que une frange de la population se décide de poursuivre un cas de crime. Même si c'est un cas de flagrant délit, la population n'a aucune compétence, aucune qualité pour se rendre justice lorsqu'elle viendrait à être victime d'un cas d'infraction. Donc c'est une dérive intolérable. C'est un dérapage condamnable que nous avons vécu à des moments donnés dans l'évolution de notre société. Et c'est un phénomène qui a évolué avec des hauts et des bas. Il y a eu des périodes d'accalmie, de recul, et il y a des périodes de remontée, comme le cas évoqué à Parakou. Michel Janou. Si vous voulez, si on veut analyser le phénomène, on va dire que ça a pris de l'ampleur avec le renouveau démocratique. Parce que sous la Révolution, il y avait peu de vindictes populaires. Mais c'est avec la démocratie retrouvée dans les années 90 que cela a pris de l'ampleur, parce que les gens confondaient la liberté avec d'autres pratiques. La démocratie, ça a commencé. Et si en quoi la démocratie a pu... Et la démocratie, ça a donné de l'ampleur à ça, parce que sous la Révolution, la 17e Révolution, on entendait ça, mais au Nigeria, pas ici. La deuxième chose que les gens évoquent comme raison, c'est la rupture de la confiance entre les populations et la justice ou bien la police. On dit, tel bandit, on le prend, il fait quelques jours, on le laisse et puis en plus ils viennent vous narguer. Donc autant lui faire le rendre de coup. Donc il y a ce problème-là qui est né dans les années 90. Et si vous vous souvenez, dans les années 90, il y a une célèbre émission de la radio de notre doyen. Qu'est-ce qu'il a fait? On appelait l'émission Chekete, Cyril Chekete. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a blessé mon enfant, allons lui rendre le coup. Donc il y avait même une émission qui était consacrée dans les années, l'une là, le droit de se rendre de justice. Parce que le phénomène a commencé avec ce temps-là. Donc c'est la rupture de confiance. Les gens n'avaient plus confiance à un moment donné en la police ou en la justice. Or, le temps de la justice n'étant pas le temps des populations, on peut avoir ce vide-là. Donc c'est une liberté mal comprise, mal interprétée, conjuguée à cette rupture de confiance qui a fait naître ce phénomène-là, je crois, dans le temps. Alors, je vais donner la parole au sociologue, Dr Moucho. Selon vous, il estime que c'est la démocratie, le renouveau démocratique qui a également engendré ce phénomène-là, parce qu'on colle tellement de choses à la démocratie. Selon vous, quels sont les éléments sociologiques qui peuvent expliquer que les gens décident d'ôter la vie à un être humain parce qu'on se sent victime de vol ou d'un délit quelconque? Merci beaucoup, cher journaliste. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut faire la part des choses en séparant les victimes innocents et les victimes coupables. Et c'est qu'eux, ils sont coupables et ils sont conscients que c'est eux qui ont commis tel acte. Et du coup, il faut voir quels sont les acteurs qui interviennent lorsque nous sommes dans des situations pareilles. Et à quel moment ces acteurs interviennent. Et quels sont les moyens que les acteurs qui doivent intervenir disposent pour pouvoir intervenir à temps au fin d'empêcher la population qui passe à l'acte. Et mieux encore, quelles sont les institutions qui ont donné une certaine sécurité ou sécurisation à la population pour que la population, lorsque la population appréhende de pareils cas, que la population les retourne vers ces institutions, sachant que ces acteurs seront jugés, seront appréciés par l'institution sans parti pris. Et nous sommes dans une situation où
certains ou bien ceux qui ont travaillé sur les acteurs de la dégression, ceux qui transgressent les dispositions légales, c'est-à-dire les déviants, disent que en fait, c'est le dérèglement de la société. Et quand les acteurs, les uns se sentent ne pas être en sécurité, alors qu'ils ont leur bien, ils se disent, mais pourquoi ne pas en finir? J'ai entendu tout à l'heure l'autre, excusez, oui, Tchanou, qui disait que en fait, il y a même des déviants, d'accord, qui narguent la population et en disant que bon, il va et c'est quelques jours, il revient. Mais s'il va et quelques jours, il revient et on sait qu'il a commis tel acte, mieux vaut en finir avec lui. Et c'est ça la situation. À quel moment les populations, les Béninois sont conscients ou bien sont rassurés des institutions qui sont chargées de leur donner la sécurité sociale, la sécurité judiciaire, la sécurité individuelle, psychologique, ainsi de suite. Vous avez, on va indexer la justice, on va indexer la police. Oui. Ce sont les acteurs que l'État central, le pouvoir, a prévu pour pouvoir assurer la sécurité des uns et des autres. C'est la défaillance de ces institutions qui amènent les populations à prendre leurs responsabilités. Oui, est-ce qu'on peut dire de façon absolue que c'est la défaillance? Mais c'est l'État central. Quelles sont les dispositions que l'État central a mis? Ou quels sont les matériels? Parce qu'on dit une mission appelle les moyens. Oui. Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour faire le travail pour lequel ils sont? Excusez-moi, moi qui vous parle, j'ai été braqué par 6 voleurs. 6 voleurs, ils étaient armés. D'accord? Vous êtes vivant? Hein? Moi, oui. Je vous le 10 mai 2010, j'ai été braqué par 6 voleurs. Ils étaient venus et ils ont pris ma moto, Drum, avec tout mon ordinateur, tout, avec mes appareils, tout. Ça, minimum, c'était 3 millions. Ne me demandez pas si on me dit il y a un voleur aujourd'hui que je ne vais pas compatir à ce qu'on finisse avec la vie de cette personne. Vous voyez, c'est un peu ça. Quand on est dans la dynamique, moi j'ai fait toutes ces... J'ai fait les déclarations ainsi de suite, mais ça n'a rien donné. Vous voyez? Et c'est ça, les différentes trajectoires. Lui n'a le droit de se faire justice. Oui, Colin, permettez-moi de faire intervenir les spécialistes de la question, du droit ici. Nous avons le droit de se faire justice. Mais quand même, quand on vous vole, quand on vous arrache votre patrimoine, M. Deguenon, ça fait mal. Vous avez entendu le sociologue, victime de vol, qui dit que lui, il n'aura aucune compassion pour un voleur qu'on brûle, parce qu'il a été victime, il a senti la douleur dans sa chair, M. Deguenon. Quand j'entends docteur parler, je comprends exactement... Allez-y, je vais vous aider à je comprends exactement qu'il est un peu déçu de la justice. Et pour lui, c'est qu'il pense déjà que si la justice est défaillante, qu'il faudra rendre justice soi-même. En se rendant soi-même justice, ça devient de la vengeance. Et lorsque ça devient de la vengeance, on n'accomplit pas des actes de sociabilité. Et si chacun de nous devrait se rendre justice, c'est qu'on finira par mettre en danger l'état de droit. Et lorsqu'on mettra en danger l'état de droit, personne ne pourra bien vivre dans la société. On viendra à l'état où on parlera de l'eau pour l'eau. Monsieur Montesquieu, oui. Quelle est la frontière, selon vous, entre les droits de la personne humaine, les droits de l'homme, et les droits aussi des victimes de M. Montio, par exemple? Vous savez, je voudrais d'abord qu'on fasse une nuance. Quand on dit vendive populaire, ce n'est pas seulement la finalité de la mort qui permet de caractériser en fait la vendive populaire. Qu'on fait le caractère vendive populaire à le simple fait d'arrêter l'individu, de l'appréhender et de lui administrer des coups, c'est-à-dire de la vendive populaire. Cette démarcation faite, en réalité, nous payons les impôts directs et indirects pour donner les ressources aux forces de sécurité et de défense en vue de nous assurer la sécurité des personnes et des biens d'un côté. De l'autre côté, nous payons également les impôts directs et indirects afin que la justice puisse trancher tout différend ou tout manquement à notre sécurité, à nos biens. À partir de là, je dirais donc que
nous avons renoncé d'office à la justice privée, dès lors que nous avons mis en place ces institutions-là. Donc, aller dans le sens de la vindicte populaire, quand bien même vous auriez comme explication des frustrations nées, voilà, d'une certaine défaillance, ou bien d'une certaine faiblesse de nos institutions, ce n'est pas la solution. Comment voudrez-vous sanctionner une infraction par la commission d'une autre infraction? Quelle réponse vous voudriez adresser en fait à vos interlocuteurs? Ça ne passera pas. Vous voyez? En fait, je dirais que la vindicte populaire, ce n'est pas la solution. Si on devrait appliquer la politique suivant laquelle, bon voilà, œil pour œil, c'est que nous serons tous aveugles dans le pays. Hein? Depuis, on serait tous aveugles déjà. Oui. On va parler tout à l'heure des solutions éventuelles, quand on aura fini d'analyser les causes, et on verra aussi pourquoi pas les conséquences. Commissaire Diadio, on note dans les interventions que c'est parfois la défaillance des institutions chargées d'assurer la quiétude des populations, leur sécurité, qui amène ces dernières à agir, à prendre leurs responsabilités. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ces interventions? Bon, je vous remercie d'abord de m'inviter sur votre plateau. Je suis heureux et particulièrement heureux du panel bien constitué. Les différentes interventions montrent que c'est des sachants avec lesquels on pourra aboutir à quelque chose, peut-être pour que demain ne soit plus comme hier ou aujourd'hui. Ceci dit, j'aurais souhaité que vous constatiez avec moi qu'avant 1980, il n'y avait jamais eu de justice populaire dans notre pays. Par très mauvaise habitude, nous aimons trop copier au Bénin. Nous l'avons importé du Nigeria. Il y avait le système du collier qu'on accrochait à celui qu'on indexait comme le voleur. Comment dit-on, un pneu, on met le feu, il était brûlé. Et ça ne gênait personne là-bas. Bon, c'est vrai que du nord au sud, à 90%, nous sommes tous originaires du Nigeria. Mais ce n'est pas pour autant que les habitudes de là-bas, là, on va les copier systématiquement. En fait, vous avez beaucoup de gens déjà souligné la démission de l'État. Mais quand on parle de l'État, ce n'est pas l'État central. Il faut mettre à la place qu'il faut les hommes qu'il faut. Et ici, c'est spécifiquement la police en tant que telle et la justice qui doivent retourner en elles-mêmes pour se remettre en cause, histoire de redonner confiance aux victimes. Parce que c'est le déficit de confiance donc des victimes qui, se multipliant, a généré la vindicte populaire. Parce qu'on a dit à côté ici, à côté de chez nous, ça se passe comme tel et ainsi de suite. Mais en réalité, c'est, comme l'a dit l'autre, des crimes que nous commettons pensant que nous corrigeons quelque chose. Ceux qui usent de la vindicte populaire devraient se retrouver aussi en prison. Mais malheureusement, il est loisible de constater aujourd'hui que même la police use de la vindicte populaire officielle. Comment? On ramasse des gens qu'on nous indique comme étant des présumés et braqueurs ou ceci, ou c'est eux qui ont commis tel crime et on dit c'est eux là qu'on a couché. C'est la plus mauvaise façon de montrer, c'est-à-dire de dire à la population que la police est active. Est-ce que vous êtes en train de parler de la présentation des présumés voleurs ou braqueurs à la presse? La police n'a jamais été formée pour rendre justice, pour tuer qui que ce soit. Ça peut arriver. Au cours d'échanges de tirs, d'incidents il peut y avoir des incidents de tir où la police également, dans une position de légitime défense, peut amener à abattre des braqueurs. C'est prévu par les textes. Oui. Mais il faut dire la chose de la façon la plus verte. Sinon, nous aurons des médiocres comme policiers et ça va générer autre chose.
Le policier n'a pas vocation à rendre justice. Il participe à rendre justice. Il attrape les auteurs. Oui. Et la met à la disposition de la justice. Essaye de rassembler les preuves et met tout ceci à la disposition de gens qui sont formés, qui peuvent quantifier. Donc, comment dit-on, apprécier les actes et décider des peines encourues par les auteurs. Et leur laisse la liberté de faire chose. Je sais que le rôle de ces responsables que nous appelons des magistrats n'est pas très facile. N'est pas très facile parce que tout est prévu dans un test. Aujourd'hui, peut-être, nos populations pensent que les peines ne sont pas à la hauteur du mal que les bandits font subir aux populations. Mais là, on doit retourner vers nos professeurs, vers nos enseignants, pour remédier à la situation. Vous, dans votre intervention, vous avez parlé de beaucoup de choses, notamment parfois concernant la police. On va revenir sur le thème central de cette émission, à savoir la vindicte populaire. Je veux vous inviter tous, avant de donner la parole à Kamal, à Djamil et aussi à M. Atioubé. On va à Parakou. On va écouter le professeur Mokhtar Adamou, il est maître de conférence en droit pénal, doyen de la FADESP à Parakou. Son indignation après l'assassinat de Éloi Dogo à Parakou par la population. Je ne parle pas au corps défendant de l'étudiant parce que je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Mais ce qui m'a été rapporté, c'est qu'il serait tombé, des gens l'auraient reconnu pour dire qu'il aurait perpétré le crime qui a été commis vers 3 h du matin, ayant été arrêté vers 5h30, que la population est passée à l'acte vers 9 h ou 10 h. Je me suis dit non, qu'il y a des dysfonctionnements, ce n'est pas possible, c'est incompréhensible. Arrêter un délinquant et garder un délinquant pendant 4 heures. Ni la police n'a réagi, ni la justice n'a rien dit, ni les simples citoyens qui auraient pu empêcher la commission de cette infraction. 4 heures de temps se sont écoulées. Et la population passe publiquement à l'acte. Non mais, en toute honnêteté, j'ai été découragé. Non seulement, c'est la police qui a été fragilisée, qui a été démontée. Et ce qui s'est même passé à Banekora est encore grave et gravissime. Que j'entends dire que le délinquant a été appréhendé par la police, le monsieur qui aurait poignardé son rival, et a été appréhendé par la police, et que la population a eu l'outrecuidance de saccager le commissariat, d'aller se retirer le délinquant et de pratiquer cette vindicte populaire. Je me suis dit non, mais finalement, c'est la population, nous sommes sous le règne de la population, de l'arbitraire, et c'est ce qui était reproché à la vengeance privée, et c'est la raison pour laquelle la procédure a été institutionnalisée. Vous savez, c'est regrettable de constater que dans une village statut particulier, nous avons une université. J'aurais pu comprendre si cela se passait dans un village à Zougou-Controssi ou dans un village où il n'y a même pas de commissariat, où il n'y a même pas de justice, un tribunal, où il n'y a même pas un camp militaire. Je peux comprendre que cela puisse se passer ainsi. Mais dans une village statut particulier, recourir à des actes barbares, qui soient abjects, franchement, c'est choquant. Quel que soit le crime commis, je dis bien, et je parle en connaissance de cause, quel que soit le crime commis, un être humain ne mérite pas le traitement qui a été infligé à cet étudiant de 22 ans qui aurait commis un acte, qui aurait perpétré cet acte. J'estime qu'il y a eu des défaillances parce que l'article 479 du Code pénal prévoit que concrètement ce que vous appelez vindicte populaire, qui n'existe pas dans le Code pénal, mais qui est appréhendé sous l'angle d'actes de torture et de barbarisme, meurtre commis avec torture et barbarisme, puni comme assassinat. En réalité, de tels actes sont réprimés par l'article 475 du Code pénal qui punit cette infraction de la réclusion criminelle à perpétuité. Mais faites beaucoup attention, parce que ici, dans la nomenclature des peines, quand on lit l'article 34 du Code pénal, la peine la plus forte en l'état de droit positif béninois en matière criminelle, c'est la réclusion criminelle à perpétuité pour les infractions de droit commun. C'est vrai que souvent beaucoup se trompent, et c'est là où je vais interpeller la justice. Parce que moi, à titre personnel, en tant que pénaliste, je voudrais une réaction de la justice. Je voudrais une réaction du président du tribunal de Parakou. Une réaction du procureur. Monsieur le procureur, prenez vos responsabilités. Procureur de Kandi, prenez vos responsabilités. La personne humaine est sacrée et inviolable. Alors, Kamal, bonsoir. Je vous ai lu sur les réseaux sociaux. Vous êtes à plusieurs reprises indigné par rapport à la vindicte populaire.
aux assez nombreux cas de vindicte populaire. Vous avez entendu le professeur Mokhtar Damour qui dit le jeune homme a été appréhendé et c'est plusieurs heures après qu'on l'a rôti. Comment comprendre ça? La police, elle était où? Comment ça s'est fait qu'il n'y a eu personne, un bon samaritain, pour aller dire mais ne faites pas ça, ne le faites pas, ne le tuez pas, camarade. Déjà, je vous remercie beaucoup de prendre le temps vraiment de consacrer ne serait-ce qu'un peu de temps pour justement à parler de ce qui s'est passé et vraiment rendre hommage à ce jeune-là qui était un slameur, un poète. En plus. J'ai eu l'occasion justement d'écouter ces tests sur l'humanité qu'il avait fait, qu'il avait dit sur les réseaux sociaux et j'étais vraiment touché. Ce qui m'a le plus indigné, c'est que lorsque justement avant de passer à tabac, etc., pendant qu'on le tabassait même, il criait « vous allez me tuer alors que je suis innocent ». Et cet appel-là à l'humanité, les gens ne l'ont pas écouté. Moi, tout à l'heure, quand j'écoutais les uns et les autres parler sur la vindicte populaire, d'autres personnes n'ayant jamais vu cela, j'aimerais... Le morceau, justement, Nana, que vous avez écouté, on l'a écrit il y a 12 ans. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Bégamin, qui est un quartier chaud quand même de Cotonou. Et moi, de mon enfance, j'ai vécu la vindicte populaire ne serait-ce qu'au moins une fois par mois. À Bégamin, les bandits de Bégamin avaient instauré une loi où ils disaient que à Bégamin, personne d'autre, aucun autre voleur ne viendra voler à Bégamin. Pas venir. Oui. Et ça, c'était la loi, c'était connu. Donc, quand on arrête quelqu'un, on le passe à tabac, puis après on le brûle. Ça, c'était la loi, c'était connu de partout à Bégamin. À tel point que, au bord des rails, l'endroit est toujours là. Juste aujourd'hui, c'est quand vous quittez le petit portail d'Eau-Pierre pour station Sonacop, c'est juste sur la gauche. Il y a un barbecue là. Voilà, il y avait un arène qui était construit. À l'époque, le terrain était un peu plus grand, qui était construit juste à côté des rails, où il y avait des bois qui étaient mis là. Et c'était vraiment l'arène où on tabassait d'abord le voleur, puis après on le brûlait. Moi, j'ai vécu tout ça quand j'étais beaucoup plus jeune, ce qui fait que lorsqu'on arrête un voleur, quelqu'un d'autre ne peut jamais venir dire « arrêtez, ne le tapez pas ». Lorsque vous faites ça, on vous prend pour complice et en même temps, on vous passe aussi à tabac. Et c'était complètement la règle. Et moi, en grandissant à Bégamin, à chaque fois qu'on arrêtait un voleur, j'allais là-bas, je lui dis « vous ne le tuez pas ». Et je l'arrachais des mains pour l'envoyer à la police parce que tout le monde me connaissait et tout le monde savait que quand je disais ça, c'était un fait. Donc, il y a dans ce cas-là, ce que nous avons besoin, c'est vraiment une éducation populaire. Les gens doivent prendre conscience que ça peut arriver à tout le monde. On doit être dans une démarche de mettre en place des éducations populaires pour éduquer les gens à l'humanité, à la sensibilité et vraiment à apprendre aux Béninois à encore avoir confiance en l'être humain. Le Bénin a connu des... Le Bénin a connu des phases politiques, parce que vous savez, moi j'ai beaucoup dit la conscience politique elle est importante, parce que politique, gestion de la cité, qui fait les hommes. Le Bénin a connu des phases politiques, des expériences sociales, des expériences qui ont fait en sorte que l'humain a été oublié. Vous savez, le commissaire disait tout à l'heure que nous avons tendance à tout copier. Donc, lorsqu'il y a un déchirement dans l'être humain socialement envers l'autre, il n'est plus vraiment lui, il ne croit plus en l'autre qui est autour de lui, ce qui fait que l'humanité disparaît en fait. Et au lendemain de la Révolution, on aurait dû faire des acquis de la Révolution, on aurait dû prendre socialement ce qui a déchiré l'humain, vendre son frère, etc. Et puis essayer de pacifier l'être humain pour que vraiment le Béninois apprenne encore à faire confiance en l'autre, à avoir foi en l'être humain et justement à arrêter de voir justement la barbarie. Je le dis dans une démarche très humaniste, mais en le disant aussi, je le dis aussi pour dire que j'ai peu de compassion pour le voleur parce que j'ai connu des voleurs aussi à Bégamin. Et je savais de quoi est-ce qu'ils étaient capables lorsqu'ils étaient dans pourtant, vous empêchiez qu'on les élimine, qu'on les tue. Oui, la perte de confiance en nos institutions amène les populations, souvent victimes de vol, M. Atiogbe, à
pratiquer la vindicte populaire qui donc est devenue un instrument de justice populaire. On a beau s'indigner face à ces barbecues humains auxquels on assiste dans nos quartiers, mais il y a quand même que les gens ne peuvent pas se taire face à la défaillance de la police, par exemple, de la justice. Parfois, quand on arrête les voleurs, 3 mois, ils reviennent et ils commettent davantage de vols, de cambriolages dans les quartiers, M. Atioui. Merci beaucoup, M. André Doussa. Et déjà, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau concernant ce sujet qui me tient à cœur. D'entrée de jeu, je voudrais dire que la vindicte populaire est en violation des principes juridiques d'un État de droit. Et je crois qu'on est dans un État de droit. Et je voudrais aller à l'origine et dire que, d'abord, la vindicte, c'est une punition d'un crime, mais pas l'autorité légale. C'est un châtiment mérité par quelqu'un qui aurait commis un crime délictueux. Et donc, quand je reviens à la vindicte populaire, qui est en fait une punition d'un crime, non pas la loi, mais par le peuple, aujourd'hui, nous devons œuvrer autour de nous à bannir cela. Que je sois pour ou contre, je dois lutter contre ça parce que la vindicte populaire est caractérisée par de la barbarie et c'est en violation. C'est en violation de notre Constitution. La même Constitution qui stipule à l'article 8 que la personne humaine est sacrée et inviolable. Et l'État a l'obligation absolue de la respecter, de la protéger. Aujourd'hui, nous devons veiller sur la personne humaine. Parce que Amadou Patiba pouvait dire, on ne sait de qui viendra le développement. Regardez ce jeune étudiant de 22 ans. Certainement, il pourrait être celui par qui le développement viendrait. C'est un talent, c'est un slammer. Et aujourd'hui, nous l'avons tué. Je dis nous parce que quand nous gardons le silence, tous ceux-là qui sont restés là pendant 4 heures de temps, qui n'ont rien pu faire, ils sont complices. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir arriver à punir sévèrement tous ceux-là qui sont complices pour décourager à jamais. Et je crois que la représentation nationale, nos députés aujourd'hui doivent pouvoir légiférer, trouver des tests pour punir réellement. Même ceux qui sont présents et qui n'ont pas pu intervenir, pour qu'à jamais que ça ne se reproduise plus dans notre pays. On va écouter, parce que ça nous ramène tellement en arrière. Ça nous ramène à l'époque du Moyen Âge. On va écouter Jamil. Moi, j'ai un point de vue moins inquisiteur par rapport aux voisins du Nigeria. Et je remonte ça à l'époque coloniale un peu plus. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était attachés en fait. On était attachés, on était chicotés, on était vendus. Et donc, lorsque, pendant 400 ans, une population ou des populations ont construit ça dans leur mindset, ça reste comme séquelle. Ils lèguent ça. Et donc, quand Kamal parle d'éducation, j'appuie sur le fait, mais au-delà de l'éducation d'humanité, il y a l'éducation des textes aussi qui doit accompagner. Parce que là, on parle d'article 8. Combien sont dans la population et comprennent l'article 8? On a snobé nos populations pendant longtemps, et c'est une expression qui m'énerve fondamentalement, analphabète. C'est une hérésie absolue, cette phrase, ce mot. Analphabète en français peut-être, mais tu dis à mon père, tia, katia, ko nous sommes yiru. 1 plus 1 égale 2. Et pour ça, on n'a pas besoin de comprendre français. Vous ne pouvez pas faire le compte financier mieux que ma mère. Je suis désolé. Parce que, qu'elle comprenne français ou pas, elle connaît le fonctionnement du marché. Et pendant que moi, je suis dans... La mienne aussi. Exactement. Elle n'a jamais vu à l'école. C'est pareil. Ah oui, et donc, elle n'a jamais vu à l'école, mais elle est ça veut dire que fondamentalement, le savoir, la connaissance, la conscience des choses est possible même dans nos langues. Et donc, en termes d'éducation, au-delà de la question d'humanité, c'est l'éducation dans nos textes. La Constitution, mettez-nous ça en fongbé, en français là, ça ne suffit pas. Mettez-nous ça en dendi. Et même quand ça existe, faites en sorte de communiquer là-dessus. Parce que lorsqu'il y a des élections, je fais un tacle comme ça, lorsqu'il y a des élections, c'est facile de communiquer à chaud et d'atteindre les populations les plus reculées. Mais pour les sujets les plus importants, on communique mal, peu et pas suffisamment. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est de le situer au niveau religieux. On a reçu des religions qui nous ont appris que nous étions soit maudits, soit esclaves. Je suis désolé. Quand vous êtes éduqué à des religions qui vous apprennent que l'idiotie de K ou
l'idiotie. Je dis idiotie parce que je suis très dur avec les religions. J'ai fait 15 ans de spiritualité. On va faire doucement parce que... Oui. J'ai fait 15 ans de spiritualité musulmane et 5 ans de spiritualité chrétienne. Et à chaque fois, j'avais le sentiment de ne pas devoir appartenir à ce monde. Et donc, on a été éduqué à ça. S'il vous plaît, laissez-moi sur le sujet de... Donc, la question religieuse. Je ne vais pas ouvrir un autre débat avec Franck Kenevo sur la religion. Dans nos religions, oui, sur la question de la vindicte populaire. Dans nos religions, ça c'est un point qui est très important. Dans nos religions, il y a des antécédents où des gens, au moment où ils avaient commis des fautes, avaient comme seule réponse le fait d'être lapidés. Et le seul qui a eu l'intelligence dans la Bible, c'est pour cela que je respecte beaucoup Jésus, c'est de dire, si vous n'êtes pas... Ah oui. Ah non, je suis très dur. Non, je suis très dur avec les principes légués à l'Afrique par rapport aux religions qui nous sont apportées, mais je respecte le fondement et le fonctionnement pur des religions. Okay. Et donc je dis... Donc vous pensez que ce n'est pas le Nigeria, il faut aller chercher les... Il faut aller plus loin. L'origine de notre propension à pratiquer la vindicte populaire. Il faut voir du côté musulman, il faut voir même du côté chrétien, les anciens textes. Tout ça, on nous les lègue dedans. Il faut lapider les gens. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Il y a des textes qui sont là qu'il faut respecter, Kolesiane. Merci, M. André Dossa. J'ai presque arraché la parole. Oui. Peut-être parce que vous avez anticipé. Je vais encore faire ce que les autres vont appeler digression, mais je vais rentrer dans un milieu que je connais très bien, qui s'appelle les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de gens s'indigner après le meurtre de Éloi. J'ai presque souri, mais rassurez-vous, c'était un rire amer. Parce que voyez-vous, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a une nouvelle habitude, un nouveau phénomène qui consiste, pour un certain nombre de jeunes femmes, à relater le récit de leur histoire de viol ou de leur histoire de harcèlement. On oublie un peu trop facilement qu'en faisant ainsi, elles livrent des individus à la vindicte, au moins médiatique. Qu'en livrant uniquement leur version de ce qui s'est passé ou de ce qui se serait passé, elles détruisent l'image d'un individu. Elles détruisent sa réputation, elles détruisent même sa vie sociale. Tout le monde vient applaudir ces actes de vindicte. Voilà comment, d'une manière ou d'une autre, la société se met à encourager le fait de se lever soi-même par vengeance ou par règlement de compte et aller exposer un individu. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que quand on parle de vindicte populaire, on dénonce notre réflexe à vouloir se rendre justice nous-mêmes. Mais quand on observe très bien la vie au quotidien, on se rend compte que nous sommes tous, malheureusement, des acteurs de vindicte populaire. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Nous sommes tous les criminels des lois. Malheureusement, nous sommes tous, quand on encourage un certain nombre d'actes, des personnes qui ont vu et qui ont laissé faire. Je voudrais finir peut-être en relativisant en disant, oui, quand on a été victime de vol, quand on a été victime de viol, quand on a été victime d'agression, peut-être qu'on regarde le phénomène d'une autre façon. Mais jamais, au grand jamais, on doit permettre qu'un individu se fasse justice. Alors, oui, je vais vous revenir. Laissez-moi donner la parole à nos invités, n'est-ce pas? Franck Kenevo, il faut patienter jusque... Alors, monsieur Deguenon, le sociologue a commencé tout à l'heure, il a évoqué quelques facteurs justificatifs de cette justice populaire. Je crois que j'ai entendu le droit de l'homiste sur ce plateau, Montesquieu, dire que oui, c'est une vengeance privée, qu'on doit pouvoir rester collé au test. Lorsqu'on fait ces élaborations, c'est assez intéressant, mais j'ai l'impression qu'on ne pense pas assez aux victimes des actes posés par les victimes de vindicte populaire. Les victimes des auteurs, mettons, les voleurs, les braqueurs, on ne pense pas assez à leurs victimes, qui souvent sont contents quand on les brûle, quand on les braise. Tiens, c'est normal, puisque quand on parle déjà des victimes innocentes, ce sont déjà des personnes qui ont déjà, avec ce qui se passe, on place le collier de pneus et on les brûle. Or, ce sont des innocents. On prend le cas de Éloi, ici. Déjà, pour les autres, ils sont contents de ce qu'on a fait, cela, qu'on a brûlé quelqu'un, ils sont contents. Mais en réalité, la personne même est innocente. Et quand quand je souligne ce que monsieur a dit tout à l'heure, il disait qu'on ne sait pas par qui le développement vient. On brûle déjà
des innocents qui, normalement, devraient apporter le développement. Et je crois que cela recule beaucoup plus. Sur le plan juridique, je crois que nous devons prendre des mesures maintenant pour pouvoir aller contre ces pratiques-là. Comme cela, on aura beaucoup de personnes moins victimes et qui encore des innocents. Ouais. Et quand on prendra par exemple le cas de ceux-là qui sont des victimes mais qui ne sont pas des innocents, on verra que bon, pour beaucoup c'est une vengeance et c'est une justice réussie, mais en réalité ce n'est pas une justice réussie, c'est également une autre commission. Mais on a quand même réussi à nettoyer la société, à débarrasser la société de la pègre. Au moins quand on les brûle, ils ne pourront plus commettre d'autres actes, ils ne pourront plus commettre d'autres vols. C'est le manque de confiance dans la justice qui fait ça, souvent. Le manque de confiance. Quand on les arrête, ils font 3 mois et ils reviennent encore, ils sévissent davantage. Ou bien. Oui, mais est-ce que le micro. Oui. S'ils font 3 mois, ils reviennent. Devait. Un instant, oui. C'est-à-dire, le monde est un tout. Et il est réglé pour que vous et moi, nous soyons. Donc, une fois qu'on a dit que c'est 3 mois, qu'on fasse connaître à tout le monde que dans tel cas, c'est 3 mois que la personne doit faire. Si elle ne fait pas, si elle ne doit pas faire moins de 3 mois, elle ne doit pas faire plus de 3 mois, alors acceptons que les choses se passent ainsi. Alors la population va continuer aussi à peut-être briser. Non. Une bonne éducation, ça n'existait pas. La vindicte populaire n'existait pas dans nos mœurs, dans nos coutumes. Et même ça fait très longtemps que même la correction par la violence a commencé par être réprimée, même à l'école, chez nous. Donc, vous comprenez, il vaut mieux qu'on se prenne pour des hommes, qu'on se parle pour se comprendre. Et que l'un ne se croit pas supérieur à l'autre, ou bien pense que lui, il a un droit plus que l'autre. Ok, on va revenir sur le plateau. L'émission n'est pas terminée, on continue le débat. Si je ne donne pas la parole aux experts, je risque de subir une vindicte. On n'ira pas jusqu'à. Merci beaucoup. Non, je pense que les uns et les autres ont dit beaucoup de choses intéressantes sur ce plateau. Mais je voudrais dire que la vindicte populaire, ce n'est pas seulement, on ne va pas seulement relier ça au manquement de la justice, ni au manquement de la police. Parce que le vivre ensemble, c'est un choix commun. Et donc, si nous avons une mentalité qui fait qu'on peut supporter, c'est-à-dire c'est ahurissant de se rendre compte que des Béninois peuvent ligoter un autre être humain, tout simplement, mettre de l'essence dessus, mettre le feu et observer. C'est un problème très grave et je pense que c'est l'artiste qui l'a dit, un problème d'humanité. Donc, si nous sommes dans une société, il y a des règles qui encadrent le vivre ensemble. Il faut donc qu'on aille en profondeur, au-delà des manquements, même si vous allez en France, un peu partout, même les pays les plus paisibles de l'Europe du Nord, il y a des crimes qui seront jamais punis. C'est une règle universelle. Et donc, il faudrait qu'on puisse comprendre que même Dieu a laissé le diable cohabiter avec lui. On ne peut pas, parce que c'est une personne déviante qui a commis des infractions, on ne peut pas tuer cette personne-là. Donc, il faudrait qu'on puisse déjà, dans les écoles, expliquer aux enfants, à nos enfants, que la vie humaine est sacrée et que même si quelqu'un, regardez dans nos rues, il y a un petit incident, 2 conducteurs, on s'insulte, on se dit des insanités. Donc, il faudrait qu'on revoie notre vivre ensemble et qu'on travaille là-dessus. La deuxième chose, c'est que généralement, il y a des mineurs qui déclenchent le processus.
Et je crois, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, j'ai lu un compte rendu dans ce sens où c'est les badauds, c'est les chefs de gang au niveau de ces quartiers-là qui accourent après et qui prennent le devant de ces processus-là. Ce n'est pas les citoyens lambda ordinaires. Mais il faut forcément un meneur pour et donc, à partir de ce moment, je pense que la police peut faire quelque chose. Parce que si autrefois, on déployait... Nos rues ne sont pas dotées de caméras. Non, c'est pas ça. Vous savez, facilement on est les auteurs 21 octobre à aujourd'hui, même si on retourne sur les lieux et on commence une enquête sérieuse, on commence par questionner les gens, par regarder la vidéo qui a circulé, on va forcément identifier. Je crois que la police est à pied d'œuvre. Les enquêtes sont en cours. La justice, les frères de loi sont là qui pourront la justice doit alors sévir correctement pour que ces actes-là. Une dernière intervention avant qu'on passe. Et mon troisième on laisse point, le plateau. c'est vraiment de dire à mon ami slameur que moi, je ne suis pas un religieux, mais ma foi me dit même d'aimer mon ennemi, de prier pour lui. Donc, ce n'est pas un problème de religion. Enfin, je pense que dans la foi que moi, je pratique, je suis obligé même de pardonner. Je suis obligé de prier pour quelqu'un qui me persécute, pour quelqu'un qui me fait du mal. Et donc, si on dit que c'est la religion... Une question. Un homme cambriolé et les cambrioleurs, les voleurs violent sa femme en sa présence avant de ramasser ses biens. Qu'est-ce que devait-il faire? Pardonner? Il pardonne. Jésus a dit... Non, vous savez, c'est un état... Non, attendez. Monsieur Afayon, rapidement. C'est un état d'esprit, c'est un état d'être. Mandela a pardonné aux gens qui l'ont emprisonné pendant des années. Tout le monde n'est pas Mandela. Et il a dit que c'est leur faire de cadeaux supplémentaires que d'être rancunier avec eux. Tout à fait. Et donc, je pense qu'il est possible de pardonner, même dans ces moments difficiles. C'est en nous. Il faut développer ça. C'est pour cela que on va écouter Raouf Afayon, je ne suis pas d'accord avec lui dans le volet où il incrimine les pratiques de foi. Okay. Merci beaucoup et je voudrais... Je n'ai pas beaucoup parlé. Ah bon? Les experts ont parlé, c'est une bonne chose. Bon, je voudrais apporter une petite contribution qui prendra appui sur ce que vient de dire M. Kenevo et sous la forme du manque d'humanité qui avait été évoqué par Kamal. Vous savez, l'absence de confiance de la part de ceux qui ont été victimes des cas de vol, des cas de viol, des cas de harcèlement, et a toujours été une source importante de la vindicte populaire. Mais l'autre élément qui a été évoqué et que je voudrais resituer, recadrer, c'est la question du manque d'humanité que je placerai sous le vocable du manque d'éducation. Vous savez, dans notre société, avant le renouveau démocratique, dans nos programmes scolaires, il existait l'éducation civique, mais avec une dominance d'éducation idéologique. Oui. Et quelque peu, ça a aidé les citoyens, les élèves, pour commencer à comprendre ce que c'est que l'état de droit. L'état au sein duquel tout se passe sur la base des textes de la République, en commençant par la Constitution, qui nous recommande déjà au niveau de l'article 40 que tous les citoyens du Bénin doivent connaître les droits de l'homme. C'est Montesquieu qui a applaudi. Les droits de la personne humaine, les droits de la femme, les droits de l'enfant. Donc, la question de l'éducation civique, c'est une question que nous devons remettre en selle aujourd'hui parce qu'elle est absente dans nos programmes scolaires. Nous enseignons, mais nous n'éduquons pas aujourd'hui. Et c'est une insuffisance grave. C'est une insuffisance grave, donc c'est une question... Si je m'appuie sur ce que dit le dernier Fayon, en revenant même sur ce que dit le commissaire a dit c'est un problème de quantum. Parce que généralement, qui sont ceux qui sont brûlés? C'est le petit voleur. Le petit voleur de moto, de poulet. Mais quand le quantum, quand on dit, quand vous volez un poulet,
peut-être que c'est 3 mois de prison. Mais est-ce que la population le sait? Généralement, ce n'est pas le gros voleur de milliards n'est jamais brûlé. Mais c'est le petit voleur qui est brûlé. Or, le quantum fixe. Oh, et comme l'a dit le doyen, nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que nous connaissons la loi? On ne le vole pas. C'est là, donc je crois qu'un problème d'éducation vraiment. Oui, LVIP, s'il vous plaît. Oui. J'ai envie de vous proposer une autre lecture de la question. On va suivre le regard de nos amis comédiens sur le sujet. Voici Polycarpe et Abel dans ces cocasses. Il n'est pas là. Dadé? Oui, c'est quoi? Ah? Oh, toi là, tu n'entends pas ce qu'on dit? C'est quoi? Il paraît que le voleur est rentré dans le quartier, tout le monde est en train de se mobiliser pour aller le brûler. Il est où? Bon, écoute, je ne suis pas là pour que tu fasses tes grimaces là. Comme toi, tu as beaucoup de trucs là à la maison. C'est ça, je veux, essence. De l'essence, tu veux mettre ça dans ta moto pour voyager? Non, va aller brûler le voleur. Brûler quel voleur? Non, mais regarde, tu la lui as dit Dodi. Ce que je disais là, tu n'as pas entendu? Attends. Il paraît qu'il veut voler une moto. Donc comme ça, les gens, sinon il n'a pas encore volé. Mais la façon dont il regardait la moto, c'est que c'est suspect. C'est suspect. Donc, comme les moutons commençaient à disparaître dans le quartier depuis quelques jours, les jeunes, tu les connaissais, tu les connais bien. Oui. Les jeunes, ils n'ont pas laissé faire. Il a été ligoté. Donc il est là-bas. Et là maintenant... Oui, je te suis, continue. Tu fournis l'essence, moi je vais fournir l'allumette et on va faire la fête. Allô? Hein? Allô? Oui, mes respects, chef. Aïe. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Nous avons une situation au quartier là. Il y a une situation où ils ont arrêté un supposé voleur. Je voudrais que vous veniez intervenir pour décanter la situation. Aïe. Dans combien? 10 minutes? D'accord, chef. Merci beaucoup. Grand merci. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Tu peux rentrer chez toi. Rentrer comment? On t'a dit de fournir l'essence et on va aller brûler le voleur. Sinon, on ne le brûle pas aujourd'hui. Demain, il va revenir à la charge. Suppose un instant que c'est chez toi, là. On suppose un instant que c'est ta boutique qui a été cambriolée. Est-ce que tu vas dire d'appeler la police? Tu ne réfléchis même pas. Sinon, là maintenant, il va faire des enfants. Les enfants seront des voleurs aussi. Quelqu'un qui vole, s'il fait des enfants, il peut les éduquer. Il ne peut pas. Mais c'est peut pas. Mais les jeunes de notre quartier, ils sont bons. Hein. Ils sont très bons. À peine il a regardé la moto seulement, paf, on l'a attrapé. On a eu. Asia. C'est la prison qui est derrière toi comme ça. Hein? C'est la prison qui est derrière toi. Prison comment? Je me demande si tu as du sang humain dans ton corps. Ou bien c'est de l'essence qui circule dans tes veines. Je ne sais pas ce qui circule dans toi là maintenant. Comment ça? Parce que la façon dont tu réagis là, tu réagis comme un bœuf. Ah. Hein? C'est-à-dire, en ordinaire, rien. Si tu le brûles, c'est l'enfant de quelqu'un que tu as brûlé. C'est le père de quelqu'un que tu as brûlé. C'est le cousin de quelqu'un. Et peut-être que c'est un de mes parentés que tu veux aller brûler comme ça. Mon frère, c'est un présumé voleur. Un présumé. Il n'est même pas encore voleur et tu veux aller le brûler. Mais tel qu'on le regarde là, c'est que ce que je voudrais te rappeler, notre loi, notre constitution stipule que tous les citoyens sont nés égaux. Oui. Ça fait 1. Et que nul n'a le droit de se faire justice. Qu'est-ce que ça signifie? Il faudrait que là où tu es là, dans ces situations, tu aies confiance en notre justice. Aïe. Quelle justice? Oui. De quelle justice parles-tu? La dernière fois, sur mon champ, le garçon qui est venu voler, et Bofi, fait le gré meilleur. Quand on l'a emprisonné, c'est pas 2 semaines seulement il a fait, et il est revenu narguer tout le monde ici avec machette. Ta justice est où? On a dit de brûler la personne, il va partir. Bon, il va pas ton pot. Bon, mais il y a mon temps, le quartier, mais pas qu'à nous finir bon, c'est curieux. Et non, c'est comme ça. Ce qu'on a fait, tu veux aller brûler, non? Va brûler. Tu seras la première personne que je vais dénoncer. Comment? Non. Ce n'est pas moi, c'est la population. Quelle population? Comment?
C'est ça que vindicte populaire. Non. C'est la population qui assure sa propre sécurité. Et qui est la personne qui veut activer la vindicte? Ah, non, moi. Qui va oser? C'est la population qui active. Ce n'est pas une seule personne. Attends, j'ai un appel. Excuse-moi. J'ai un appel. Ah, il faut, surtout vous qui faites les affaires là. Allô, chef. Vous êtes déjà là? Vous êtes sur les lieux? Ah, d'accord. Je viens tout à l'heure. Et je vais au marché d'abord. Oui, vous êtes là. Je vais au marché d'abord. Et tu veux aller là où ils sont en train de brûler le voleur, non? Oui, les chefs, ils sont déjà là. Non, moi, je ne vais plus de ce côté-là. Enfin, on se retrouve le soir. Je vais au marché. Naya qui me voit. Regardez-moi ça là. Tu veux brûler les gens. De Jésus Comedy Club dans ces cocasses. Merci Abel et à Polycarpe. Retour sur ce plateau. Il y a 12 ans, deux artistes, deux talents béninois, se sont penchés sur la question de la vindicte populaire et ont proposé un travail que je vais vous faire découvrir. Il s'agit de Kamal et Thibaut, notre ami le magicien. Suivons le clip. Zanzantin ouais fond. Bah yeah. Better mina di zoni pedi. E mini jok pedi. E mini kondo bek pedi. Ogbe kawanya onde. O bada. Boblo. Ah, Nana. Nana était une de ces femmes qui avait du cœur. Sa jeunesse était une histoire de bonheur. Je n'aurais rien à regretter, disait-elle. À l'heure où visite la mort, elle respirait encore la vie. Elle était une source de sagesse. Ah, Nana, elle avait de ses gestes. Quand sonnait l'heure des conseils, elle prodiguait ses recettes de vie sans pareil. Nana ne voulait pas être une charge. J'aime rester au village, aller au champ, labourer la terre de mes ancêtres. Ah, Nana aimait les travaux champêtres. Et même dans un champ, elle a donné naissance. Un jour que son fils a voulu venir au monde. Cet enfant en ville avait réussi et voulait sa mère à côté de lui. Mais Nana ne voulait pas être une charge. J'aime rester au village, ce terre pure, ces promenades au large d'un fleuve, où j'aime puiser l'eau, les jours de temps où la nature fait danser l'eau. Manto vivi nyende uendo. Mai viche gombo hen vivu chele dua wa me wendo hun. Ena biwe kuna gloda en kuma ji aklu no cho dan wa du mi le. Eyin le gbe me de o. Ani wa jomi do bon wa. Ne nous demandez pas ce qui est arrivé. Nana a fini par accepter. Après tout, elle voulait encore chouchouter ces petits bouts de chou qui étaient ses petits-enfants. La vieillesse n'est pas une paresse. Nana aimait encore travailler. Mais des domestiques lui arrachaient tout. Et l'ennui a fini par prendre place. Oh, bada. Ce jour, le soleil commençait à voiler sa face. La maison était vide, car en ville, l'école, le boulot occupent. Et les domestiques voyageaient par un profond sommeil. Au village, à 16 heures, Nana entamait le chemin du retour des champs qui lui servaient de promenade et de ramassage de bois pour le repas du soir. Qu'allait-elle bien faire dans une si grande maison? La question tournait. Dans sa tête, elle cherchait. Alors, elle décida de faire une promenade. La promenade en ville. Wedele no nwe maro yo povu sien hun dawe ai hun no ableme. Mo Nana do. Ojije mboro vivu le symbolu pon. Nyen yero zonu go ho chekpo kele chekpo e. Alin chekpo agian pa chekpo di elin domier. Nana de Obidjene. Nana Lufine. À moi, Lufine. Des enfants qui avaient déserté les cours s'entraînaient à jouer au droba. Nana, fatiguée, déçue par sa promenade, profitait de l'ombre d'un arbre tout en regardant ses enfants. Était-elle vraiment là? Ses pensées étaient plutôt dans son beau village. Ce qui la ramena à la réalité fut le cri poussé par un enfant footballeur avant de tomber. Les gens s'étaient déjà attroupés, puis une mégère cria.
Nana ne comprit rien. L'accusait-on de sorcière où elle rêvait? Mais entre le temps, la pensée et la réalité, Nana se faisait déjà martyriser par de petits chômeurs qui avaient bu l'eau de l'ennui en ville. Nana a été battue, dangereusement battue, sauvagement battue. Beaucoup Nana, aux influx de nous comptons. Adalo vi Nana sin home, if you're Jonathan, Nana look back, or dan koko adui, et do banu Nana. Yes, infero Nana. Nana ka. Vindicte populaire, les gens polluent de mort notre air. On ne cherche plus à savoir, on accuse injustement de sorcières. On brûle innocemment des gens les accusant de voleurs. Et la justice ne fait rien quand des barbares deviennent violeurs de loi. Racontez-nous l'histoire de ce clip, Kamal. L'histoire de ce clip, c'est... il y a à une époque de ma vie, j'étais très actif culturellement. Donc, on a produit beaucoup de belles chansons. Vous l'êtes toujours, non? Oui. Vos verbes passés. Oui, on l'est toujours. Mais à cette époque-là, c'était encore plus merveilleux. Avec Thibaut, on formait justement ce duo, ce collectif qui s'appelait Bénin Slam. Donc, on écrivait beaucoup, lui enfant, puis moi en français. Et c'était la belle époque aussi du slam africain, donc notamment du slam béninois. On était très actifs. Donc du coup, on a voulu raconter l'histoire de toutes ces femmes de nos villages que l'on accusait de sorcières et que, voilà, on décidait justement de les brûler. J'ai voulu raconter, partager justement aussi mes traumatismes dans cette belle expérience de ma vie qui est Bégamin. Où déjà, parce que comme on le disait tout à l'heure, vous savez, dans la vindicte populaire, ce sont toujours des bandits qui brûlent d'autres bandits. Donc ce sont des bandits qui estiment que voilà, il faut brûler aussi d'autres bandits et pour justement délimiter parfois leur territoire. Donc ça, c'est vraiment aussi les règles de la mafia. Et puis comme on vit dans des sociétés où les gens sont très suiveurs, d'autres suivent. En se disant oui, parce qu'ils ont déjà eu d'autres douleurs par rapport à des voleurs, donc on suit cela, et puis cela aboutit justement à la mort de personnes innocentes, comme vraiment aussi des personnes coupables. Parce qu'il y a Bégamé, avant on a brûlé des gens juste parce qu'ils ont volé un lion, parce qu'ils avaient faim, et avant de le brûler, soit on peut prendre des brindilles de balai, puis on met ça dans son pénis, puis on le casse. Puis, et dans votre travail, on a vu qu'on a brûlé une vieille, parce qu'on l'a... soupçonne. Oui, donc dans Nana, on a voulu raconter l'histoire d'une vieille dame qui avait son fils en ville, qui était très aisé et qui, lui, ne voulait pas que sa mère reste au village. Il voulait que sa mère vienne vivre à côté de lui en ville. Elle ne voulait pas. Elle préférait rester au village. Mais une fois qu'elle était dans la demeure de son fils qui était aisé, elle s'ennuyait parce qu'elle n'arrivait plus à travailler. Il y avait des domestiques, il y avait ses petits-enfants qui étaient à l'école. Donc, elle a décidé d'aller faire une promenade. Et puisqu'elle était fatiguée, elle était à l'ombre d'un arbre. Et puis des enfants qui jouaient au football, un est tombé parmi eux. Puis avec quelqu'un qui était ennuyé, souvent c'est des chômeurs, des gens qui s'ennuient. J'ai beaucoup vécu ça et souvent c'était ça. C'était soit des gens qui s'ennuient en ville, des personnes qui n'ont parfois aucune éducation idéologique ni civique, qui provoquent et qui disent « Ah, voilà la sorcière là, elle est en train d'attaquer l'enfant là. » Et puis bien souvent il y a des suiveurs. Donc, il y a des gens qui suivent. Il y a toujours quelqu'un qui apporte la bouteille d'essence. Et c'est comme ça. Et puis, dès que tu essayes justement d'éduquer en disant non, ne faites pas ci, ne faites pas ça, on t'accuse aussi comme volant, dit t'es un complice. Et donc, c'est l'histoire de Nana. Nous l'avons fait il y a une douzaine d'années pour justement mettre à disposition un support pour que les médias, chaque personne dans la société qui est responsable de cela puisse faire leur travail, de continuer à éduquer. Parce que lorsqu'on n'éduque pas dans une société, on a des voleurs. Lorsqu'on ne pacifie pas les
les complexes d'une société. J'aimais très bien l'approche religieuse de Djamil. Je pense que c'est un très beau débat aussi, il faut en parler, parce que l'être humain est fait de conscience et d'inconscient. Puis il y a des souvenirs, il y a des faits qui le rattrapent et qui justement l'emmènent véritablement à commettre parfois des crimes qu'il ignore. Donc il faut pacifier ces choses-là. Il faut arrêter aussi la vindicte sur toutes ces formes. Parfois elle peut être même médiatique. Moi j'en suis souvent victime parce que je pose des problèmes et puisque les gens ne veulent pas débattre, on ramène justement ces problèmes-là à des accusations. Donc voilà, merci beaucoup. Je sais que vous brûlez d'envie de prendre la parole. On va y aller. Le micro est avec qui? On va faire maintenant très rapidement. Parce que nous ne reste plus beaucoup de temps, le réalisateur me fait des signes, je dois commencer à gérer, alors que Roméo Aploso n'a pas encore eu droit à son instant dans cette émission. Oui, monsieur, on va vous écouter, on ne vous a pas écouté depuis. Oui. Ok, merci beaucoup, monsieur André Doussa. C'est une grande perte, d'abord pour la famille et pour la nation tout entière. Je rappelle que vous êtes un frère de Éloi Dogo, oui, oui. Même si nous qui sommes ses frères, on a eu le choc, retenez jusque le choc au niveau des parents serait profond. C'est pas serait, c'est très profond. Maintenant, la partie où ça nous touche émotionnellement, et d'une part, quand on va dire que le vindicte populaire n'est pas une bonne chose, et d'une part aussi, c'est une bonne chose. Et moi, je vais directement et du côté de notre justice, où beaucoup de personnes ne font plus confiance en la justice de notre pays, c'est quoi? Quand vous visualisez les images, vous verrez directement que la police était debout. Et là, c'est en violation de non-assistance de personnes. Il y a des images qui montrent la présence de la police. Images ici. On ne va pas diffuser les images, on ne va pas non plus les jouer sur le plateau. Mais qu'est-ce qui prouve que la police n'est pas venue après coup? Elle n'est peut-être pas venue sur les lieux alors qu'ils avaient déjà mis le frère n'était pas encore brûlé. Il était tabassé et ils ont mis de pneus sur son cou. Et le véhicule était garé. Il y a aussi un autre policier debout. Mais pourquoi ne pas intervenir? C'est profond, c'est touchant. Et retenez bien, monsieur André, quand ils vont vouloir mener les enquêtes, vous n'aurez pas un résultat possible. Non, on va laisser les enquêtes en cours, la police c'est toujours en cours. À pied d'œuvre. Les tractages on appréciera à la fin, quand ils auront rendu les conclusions de leurs enquêtes. Oui. Aujourd'hui, vous savez, c'est tellement facile avec les réseaux sociaux, les téléphones intelligents. On peut filmer des situations et pouvoir le poser le moment venu si les conclusions ne sont pas pertinentes. D'accord? Par exemple, moi, je n'avais pas vu cet aspect de la présence d'éléments en uniforme pendant qu'on tentait de brûler le jeune homme. D'accord. On va passer, on comprend bien votre émotion. On va écouter, oui, Djamil. Je n'appuie pas, mais juste dire que moi, 5 jours après l'acte, j'étais sur Parakou pour des ateliers. Et comme c'est un slammer, j'ai dû me renseigner. Et effectivement, au bout d'un certain nombre d'heures, il semblerait, donc je mets au conditionnel parce que les enquêtes sont en cours, que la police était venue sur place et que justement, ça rejoint la théorie de Kamal. Un lot de gens auraient menacé la police de leur faire subir les sorts. Mais une fois encore, on ne peut pas certifier ça. C'est pour cela que moi, l'aspect qui m'intéresse en plus... C'est possible aussi. Et parfois, les populations sont tellement nombreuses que la police... Et c'est vrai, il y avait peut-être à la limite 3 ou 4 personnes. Aussi, donc, c'était... Moi, là où je voulais en venir, c'est pour les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui le drame du show au détriment de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent montrer ce qu'ils vivent plutôt que sauver les gens. Donc, on filme la mort de quelqu'un, c'est-à-dire que le monsieur est en train de se noyer, on filme et on dit, il est en train de se noyer, mais dépose ton téléphone, va sauver la vie là. C'est en fait ça. Donc aujourd'hui, on est devenu tellement obsessionnellement maladif du show, du buzz, du besoin de montrer aux autres que de la préciosité de la vie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rapidement travailler en nous. Et le deuxième point, qui est sans doute mon dernier, c'est le fait que les gens qui étaient autour n'ont pas visualisé la situation au-delà des préjugés.
C'est-à-dire qu'on a prétendu qu'il ressemblerait à. Et donc aujourd'hui, parce que j'ai des tresses, on me dira, mais en fait, en gros, c'est souvent les voyous qui ont des tresses, non? Et ça commence par ça. Ça commence par le mal-être de soi qui essaie de compenser sa frustration, son manque, ses préjugés. Et c'est ça qui m'intéresse. Les préjugés en regardant l'autre juste d'une façon qui ne nous conforte pas. Ah non, il est coiffé à ras, ça c'est pas le type de personne que j'aime bien. Il est baraqué, généralement les voyous sont baraqués. Donc cette projection des préjugés est un mal interne qu'il faut guérir. Et comment on guérit ça? Ce n'est pas le pouvoir de ce que vous faites là maintenant. Ce n'est pas le pouvoir aussi de nos médias de mettre des outils au service des populations. Je suis artiste, je sais qu'il y a un spectre actuel à communiquer sur tout ce qui est lubrique, mais si on décide de remplacer à un moment donné ce genre de contenu, quelqu'un comme moi ne serait jamais aussi célèbre que d'autres, par exemple. C'est pas facile. Hein, parce que les sujets qu'on traite sont dérangeants. Il y a l'audimat, il y a tout ça. Et donc, il faut qu'on prenne conscience du pouvoir qu'ont les médias aussi. Et que les populations arrêtent d'être hypocrites. Voilà. L'hypocrisie, c'est de ne pas accuser un autre frère les autres sans les connaître. Éloi Dogo. Oui, passez le micro. Merci. En entrée de jeu, je remercie le plateau, je remercie tout le monde ici présent. Je n'aurais jamais souhaité venir parler de Éloi de cette manière-là. Parce que... Alors, Jocelyn, est-ce qu'on peut mettre la caméra sur lui, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Éloi, c'est un frère à moi. Permettez-moi de vous montrer au moins son image. Allez-y, allez-y. C'est celui qu'on appelle Éloi. Voilà, c'est lui ici. C'est Éloi Dogo, quelqu'un avec qui j'ai passé la plus belle et meilleure... Oui. Quelqu'un avec qui j'ai passé le plus beau temps de ma vie. En fait, si je m'en vais parler de lui, c'est parce que c'est un jeune très dynamique pour son incarnation à la combativité, à l'humilité et surtout au respect. Et permettez-moi de le dire, nous, on est nés dans un gros village appelé Tchéti, à Savalou. À Savalou, c'est l'un des arrondissements de Savalou. Et on parle Ifé. Et c'est la langue Ifé que nous malmenons très souvent, selon le commun, on dit le Nago. Et chez nous, on dit Omafé, Koni et Djiré. Quand on dit ça, ça sous-tend des personnes qui ont vécu en société. Des gens à qui on a inculqué la déontologie normale et dans son sens. Et le 21 octobre dernier, quand nous avions appris l'histoire, vraiment, elle a été pathétique, c'est tranchante, c'est douloureuse. C'est une histoire qu'on ne peut pas concevoir. Parce que vous savez, dans la société, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Mais en fait, il y a d'autres qui ne présentent pas les traits des autres. Et Éloi, avec ce sort-là, vraiment, ça fait très très mal. S'il faut parler de lui, ça fait très mal. C'est quelqu'un qui est très sérieux. Il a émerveillé notre enfance. Avec déjà, au tout premier âge, l'humour, après le slam, les études sont là, et le football, dont on le surnommait Balotelli, à cause de sa taille et de sa compétence. Il a quelques traits de Balotelli, en effet. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui ne présente aucun trait d'un voleur. Et ici, encore qu'il soit innocent, ça appelle à la conscience et je me mets à sa place. Quand j'ai appris l'histoire et que je regardais les vidéos, la nuit de la scène, je me mettais à me voir dans de la braise. Je me mettais à me voir dans de la braise. Et à tel moment, qu'est-ce que je pouvais dire? Quelles seront mes raisons? Sur quelle base je pouvais me poser à montrer mon innocence?
Mais le gars, il n'a pas fermé la bouche. Il criait, vous allez me tuer innocemment. Je n'ai pas volé. Appelez mon patron. Et quand ils lui ont mis à la marche du calvaire, il marchait, il lui a porté des punais, il les a demandé, amenez-moi la police. Et là, on viendra voir si vraiment c'était moi. Ce n'est pas parce que je porte des traits de quelqu'un que vous appelez voleur, que c'était forcément voleur. Voilà. Et c'est des choses dont on a victime dans la société. Moi, j'ai des cheveux sur la tête. Il y a des responsabilités de ce pays-là que je ne peux pas rencontrer. Il y a des réunions, quand vous partez, on jette des regards houleux sur vous, on vous regarde. Mais c'est ce qui va avec ma personnalité. Oui. Vous comprenez à peu près? Donc, quand on parle de la police, on parle des lois, on parle de la population. Moi, je vois qu'il faut encore faire appel à la déontologie africaine. Nous avons une manière de vie en Afrique qui ne doit pas partir. C'est la vie en communauté. On a surtout compris votre émotion. Mais je vous souhaite, vous c'est Eric? Moi c'est Adonai. Adonai, excusez-moi. Mais merci beaucoup. Je vais vous laisser souffler un peu. On va passer le micro à Collins Yann. C'est vrai, c'est douloureux. Arracher ainsi une vie innocente, juste parce qu'on l'a confondu, juste parce qu'on a peut-être lu sur son visage des traits d'un voleur. C'est triste, Collins Yann. Oui, et quand on l'écoute, j'ai le sentiment qu'on a tort d'essayer de faire le distinguo entre une victime coupable et une victime innocente. Pourquoi? Il n'y a pas de distinction à faire une fois qu'on a été victime de vindicte populaire. Il y a juste à s'indigner. Voilà, justement. Il y a juste à s'indigner au plus haut point. Et parce que j'ai la parole, permettez-moi de vraiment le dire, énormément de choses se passent aujourd'hui par le biais des réseaux sociaux. On semble ne pas me comprendre quand je dis qu'aller livrer des individus sur les réseaux sociaux de votre propre chef, alors que des voies de la justice existent, c'est éduquer la société à avoir l'impression que c'est à nous qu'il revient de nous rendre justice. Je pense que l'un des plus grands enseignements de ce que nous avons tous ici vécu doit commencer par nous indigner. Chaque fois que quelqu'un vient nous offrir des raisons pour lesquelles nous devons détester, nous devons lapider, nous devons condamner tel voleur, condamner tel violeur, sans des preuves. Oui. C'est extrêmement important et je tenais à le redire. Les réseaux sociaux sont devenus en effet un tribunal. Il y a beaucoup de juges sur Facebook et WhatsApp. Alors, on va écouter le quatrième frère de Éloi rapidement avant de donner la parole au sociologue pour évoquer les solutions. Comment mettre fin à ces pratiques? Oui, on y va. Merci, monsieur le journaliste. Moi, André, ici, je remercie déjà le plateau et je profite pour remercier tous les camarades étudiants qui, après donc l'événement, se sont mobilisés comme un seul homme. Je dirais toute la jeunesse béninoise qui a fait un travail de famille. De Parakou à Cotonou, en passant par Savalou et Tchéti, les jeunes se sont mobilisés. Moi, je suis doctorant en économie et mon intervention ira aussi beaucoup dans le sens de la perte que la ville de Parakou, ou que ce quartier donc de la ville de Parakou, dans lequel on a donc organisé ce massacre. Vous voyez, lorsque la semaine dernière, j'échangeais avec un jeune frère qui a eu le bac et à qui je dis, bon, nous avons quelques frères qui sont à Parakou. Nous avons également quelques frères. Bon, moi je suis ici, je suis à Calavi. Tu as choisi entre aller à Parakou ou venir à Calavi pour t'inscrire en première année à l'université. Mais le jeune n'a pas réfléchi. Il dit, je viens à Calavi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, à Parakou, on brûle les gens. Vous voyez, c'est un manque à gagner pour la population de Parakou. Quand on inculque déjà dans la tête que dans votre localité, vous brûlez les gens, mais c'est inimaginable. La vindicte populaire, on ne peut pas concevoir ça. Monsieur Dossa, moi j'ai vécu ça. Oui. J'ai vécu un peu la vindicte populaire quand j'étais en troisième année de licence en économie.
Justement, j'allais en stage un jour. C'était un 17 juillet 2014. J'allais en stage et autour de 6h50 par là, j'ai été braqué par 2 jeunes. Ils étaient sur moto et ils ont fait la force sur moi avec des manchettes et autres. Ils sont partis avec mes téléphones et autres. J'avais la chance et je n'étais pas avec mon ordinateur le jour-là, sinon ils seraient partis avec. 3e jour plus tard, c'est-à-dire un dimanche, ma maison n'était pas loin du petit portail du campus. On entendait un bruit qui venait donc du goudron et qui longeait la clôture de l'université. On entendait olé, olé, attrapez-le. C'est un jeune, un braqueur qui est allé arracher le sac à une dame qui allait à Dantokpa. Mais vous savez, dans le sac, il n'y avait que 3500 francs. 3500. Mais le jeune a été arrêté et il a été brûlé. 3 jours après que moi j'ai subi, comment on appelle, un braquage. Vous voyez, j'ai eu l'impression d'apprécier en son temps. J'ai apprécié, j'ai dit, mais c'est peut-être celui qui m'avait braqué hier ou bien avant-hier. Mais quand ça vous touche, c'est difficile à concevoir. Et aujourd'hui, quand vous rendez à Tchéti et vous voyez la mère de Éloi, parce que c'est le seul fils garçon et l'aîné de la famille. Sur les 5 enfants, il est le seul garçon et est né pour sa famille. C'est douloureux et c'est un manque à gagner pour le pays. Et je profite pour saluer les slameurs, ses camarades. Ça fait mal. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer le micro à Dr Mocho. Docteur, on en a suffisamment parlé, on a évoqué les facteurs justificatifs de cette pratique-là. Selon vous, comment on peut s'en sortir? Comment peut-on mettre un terme à la vindicte populaire? D'abord, est-il possible d'arrêter la vindicte populaire? Merci beaucoup. Je pense que cette émission, ce n'est pas pour juger ce qui s'est passé pour le jeune frère Éloi. Ouais. Nous sommes dans une dynamique holistique d'analyser un fait qui n'est pas réduit à ce qui est arrivé à un de nos étudiants. Vous voyez, il ne faudrait pas qu'on nous prenne comme quelqu'un qui est en train de justifier cet acte. Il faudrait que cela soit bien compris. Mais à un certain niveau, il faut que chaque institution joue son rôle. Quand on dit l'institution, ça part déjà de la famille. Et quand on dit institution, la famille, c'est la première institution qui joue le rôle d'éducation. Et quand on remonte, on vient vers les différentes institutions étatiques, politiques que l'État a positionnées pour assurer la sécurité. Et donc, il revient à chaque acteur de jouer son rôle et de donner les moyens nécessaires à ces différentes structures pour que le travail soit facile. Vous avez dit tout à l'heure qu'on devrait se positionner sur les vidéos que les uns et les autres ont prises. Une police sérieuse ne peut pas se positionner que sur ces vidéos. C'est que ça part des instruments qu'eux-mêmes ils ont positionnés et ils ont foi à ces instruments. Parce qu'une vidéo qu'on a prise, on peut modifier. Il peut y avoir des éléments qui ne leur donnent pas la fiabilité nécessaire. Donc, aux États-Unis, moi j'ai suivi un truc la dernière fois, on a dit qu'il y a un camion qui transportait de l'argent et l'argent est tombé, les gens qui ont ramassé, on va les prendre un à un. Est-ce que la police d'ici a les moyens de prendre ceux qui étaient là et qui, de façon passive, n'ont pas pu intervenir? Et vous avez suivi le slammer, l'autre qui a... Il dit qu'aujourd'hui, ce que nous avons, ce que nous projetons de notre société, c'est qui serait la première personne à donner l'information à tout le monde. C'est-à-dire celui qui filme. Il n'est pas celui-là qui peut porter, qui peut donner satisfaction en termes d'appui. Parce qu'on dit non-assistance à personne en danger. Est-ce qu'on est dans cette situation? Où est passée la solidarité? Cette solidarité que certains ont qualifiée de mécanique ou bien d'organique, ça existe où? Et donc, vous voyez, c'est que c'est la représentation ou bien c'est la perception que nous avons de nos différentes institutions qui font qu'à un certain moment, on se dit, mais finalement, bon, n'en déplaise. Est-ce que réellement c'est la personne incriminée? On ne sait pas. Est-ce que réellement c'est cette... Vous voyez le sketch.
quand ce sketch est passé, je pense qu'on n'a plus rien à dire. Ils ont résumé. Non, je vous assure que quand le sketch est passé, honnêtement, on n'a plus rien à dire. C'est que intentionnellement, psychologiquement, quelles sont les motivations, les raisons qui motivent les uns et les autres à pouvoir agir, à passer à l'acte. C'est tellement clair. Moi, je suivais, je me dis, mais voilà des gens qui disent à peu de mots, en quelques secondes, ce qui se passe et de façon générationnelle. Ce sont des artistes, un peu comme Éloi Dogo, slammer. Par ailleurs, commissaire, comment peut-on arrêter la vindicte populaire? Eh bien, vous savez, c'est toujours difficile d'arrêter de changer le cours des choses lorsqu'on les laisse commencer par devenir des faits de société. Ce que nous négligeons le plus dans notre pays, c'est les enseignants, c'est l'enseignement. Il devrait y avoir de façon répétée des sachants pour réfléchir à la situation. Maintenant, pour ne pas vous perdre le temps à faire d'autres développements dans ce sens, je dirais que techniquement, en réalité, il faudra aussi que nous mettions à la place qu'il faut l'homme qu'il faut. Moi, j'avais eu honte. J'ai honte. Parce que je suis un policier. Ça a été toute ma vie. Et après, c'est certainement le sport, le football. Mais c'est pas moi. Et ça n'aurait pas pu m'arriver si j'étais là. J'ai vu hier un policier en tapette derrière un détenu. Pour moi, c'est inconcevable. Un détenu que des gens pouvaient chercher à arracher à tout moment. Est-ce qu'on tapette, il peut? J'étais commissaire à Soudiatime lorsqu'il y a eu le braquage à Financial Bank, oui. Le premier d'ailleurs qui a eu lieu. Mais le policier qui a été abattu là a été en tapette. Mais c'est-à-dire la formation devrait être continue. Le chef de ce policier qu'on a vu hier, comme les chefs ou ceux qui ont envoyé la délégation vers Dogo là, qui ont assisté impassibles à ce qu'on lui ôte la vie de cette façon. Je ne veux pas aller plus loin parce que vous suivez mon regard et le fond de ma pensée. Mais qu'est-ce qui va se passer s'il y avait les hommes qu'il fallait aux endroits qu'il fallait? Je pense qu'il prendrait certaines dispositions qui limiteraient les choses et avec les enseignants à tous les niveaux, depuis le primaire jusqu'au professionnel, même à la police, à la gendarmerie, partout là. C'est-à-dire qu'on est mieux que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et la justice aussi suivra son cours. Merci, commissaire Marius Dadjo. On va maintenant donner la parole à Roméo Aklozo. Roméo, d'Antique Télé, quel est le menu que vous avez concocté pour nous? C'est toujours relatif au sujet. C'est une réaction de Kamal Radji qu'on a avec nous sur ce plateau. Absolument, oui. Comme il en a l'habitude, il s'est indigné par rapport à ce date criminel sur Éloi Dogo. C'était le 30 octobre. Il écrivait ceci sur sa page. Le gouvernement du Bénin doit dire quelque chose après l'assassinat lâche, bête et méchant de ce pauvre jeune homme du nom de Éloi Dogo. C'est quand un chef, un gang parle dans ce pays que cela a de l'importance. Bordel, dites quelque chose. Nous avons élu des hommes. C'est la vie d'un être humain. L'enfant d'une mère, d'un père, un frère, sa vie aussi a de l'importance. Qui sera le prochain? Pour peu déjà dans les autres pays que nous singeons, il y aurait eu un message pour que le plus jamais ça puisse s'inscrire dans la conscience populaire. Plus jamais ça. Voilà un peu le message de Kamal Radji. J'imagine qu'il y a eu beaucoup de réactions. Oui, il y a eu beaucoup de réactions. On va lire quelques-uns. Franck Degui, il suffit que ça tombe sur leur famille, soit un parent d'un ministre ou d'un député. Tu verras comment leur maison sera entourée des chars de toute l'armée béninoise. Dieu est grand. La justice divine sera faite, Inch'Allah. Ciao Nounayon. Hotep frère,
Kamal Radi, notre lutte va payer un jour. Il faut qu'on continue la lutte économique. Les jeunes conscients doivent contrôler les secteurs d'activité et créer des multinationales. Nous pouvons contrôler la justice si on arrive à contrôler l'économie. Ils finiront par comprendre, nous vaincrons. Fascinons. Je suis actuellement à Tchéti dans le village. Il avait même appelé sa mère ce matin avant de quitter la maison en lui disant qu'il n'a plus de vivre dans sa chambre. Je lui ai envoyé de vivre. J'ai ses photos. Il était très connu à Tchéti. Baba Moussa, il a été brûlé vif devant des agents de la police dite républicaine. Sur l'une des images de la scène, on voit un pick-up de la police et un agent en uniforme au téléphone. Enfin, dernier commentaire, Anod Baba Touné. Belle réclamation. Mais je me souviens, c'est mon Prégo Talon qui est le premier président à refuser la vindicte populaire en 2016. Le problème, c'est que la population est sous-informée. On implore le gouvernement à bannir définitivement ce mal en informant la population sur toutes les chaînes TV et radio. À bas la vindicte populaire. Voilà un peu le dernier commentaire. L'exhortation de Anod Baba Touné, comme le disait tout à l'heure notre slameur. Merci, Robert Clozo. J'imagine que vous avez également prévu quelques vidéos pour accompagner tout ceci. On va suivre TIC Télé. Brûlez-moi ça! Allez, allez, brûlez-le! Brûlez-moi ça! Voleur, on doit le brûler. C'est quoi votre problème? Brûlez-le! C'est un voleur! Tu vas me dire que tu n'as jamais volé? Vous savez où se trouvent les vrais voleurs? Non, dis-moi! Allez au gouvernement! Allez au Parlement. Là, vous allez trouver les vrais voleurs. Ils volent vos revenus en milliards. Mais vous êtes là, serrés à leurs pieds. Ils vous volent. Vous les encouragez à voler encore plus. Mais là, vous n'avez qu'un jeune garçon. Il n'a pas plus de 20 ans. Il a volé seulement parce qu'il était sans emploi et qu'il était affamé. Mais vous êtes tous là, motivés à le brûler. Ce n'est pas juste. Dites-moi, est-ce que c'est juste? Nous encourageons ceux qui nous volent des millions. Mais nous brûlons ceux qui nous volent des miettes. Je m'en veux d'avoir exposé ce garçon. Mais je lutterai contre tous ceux qui sont ici, qui veulent appliquer la loi de la jungle. Ce n'est pas mieux que nous l'amenions devant les forces de la loi pour qu'ils puissent trancher. Allez, amenez-le. C'est pas possible, hein. Regardez ce nombre d'étudiants. Nous tous on va trouver d'emploi dans ce pays. C'est pas vrai, on ne peut pas trouver d'emploi. Regardez, en linguistique 2, les amis. Nous, quand le Bénin, ce que vous demandez là, c'est quoi? Non, le truc est que quoi, moi, je dis, quoi, mais il faut donc, mais il faut d'ailleurs, mais il faut 115 mais ado tia. Gouvernement donne papa me dit ou do fumer on. Le bar me donne que et c'est à vous toncer vous mille à zeta vous. Permis les ton lewa, mina déjà idée. Kabi me dit o ti aburo kwesa no yon tongo si quartier e beaucoup la buvette même là jaran le pona et de pe le toilette. Mina donne que na bi via ja yaji. Mina lo nou no le blo encore mi oulia. Wa do quoi me do criette. Ado quoi tu a ya clair et ga o criette. Ya wuli mi keka mi bio mi dema iPhone 12 Pro Max est noir mi wuli bio mi dema ya wuli mi kaka cessez d'être agité, c'est tout ce qu'on vous demande. Bonjour Clozo. Le dernier intervenant dans la vidéo, il parlait des cybercriminels. Oui, oui, tout à fait, on a compris. Et vous, sur la vindicte populaire, pour ou contre? Contre. C'est la provocation. Ah ouais? Contre. J'ai même pas le courage d'assister à ça. Je vous sais sensible. À Clozo, on a fini cette émission. Je sens que vous avez encore envie de parler du sujet. Oui, c'est vrai, on ne nous ferait jamais d'en parler, mais j'ai quand même envie de... pour une dernière fois, écoutez, si vous me permettez de ne pas faire plus de 30 secondes, je suis d'accord. On va commencer par M. Athioboué. Alors, je vous remercie pour la qualité de l'émission.
Mais je voudrais conclure mes propos pour ce qui est de cette émission en disant que je fais partie de ceux-là qui croient fermement que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer nos nations. Vous savez, aujourd'hui, la solution pour éradiquer, pour effacer totalement l'avenir populaire de notre pays, c'est de repartir à l'éducation. Déjà dans les cours d'initiation, cours préparatoires, qu'on enseigne à nos enfants le caractère sacré de l'humain, qu'on enseigne à nos enfants que l'avenir populaire n'est pas une bonne chose. Et je voudrais, dans un second temps aussi, citer cette citation du président Kennedy qui dit « Do not ask what your country can do for you, but ask what you can do for your country ». Nous n'allons pas demander aujourd'hui, nous, la jeunesse. Les papas, on les comprend, mais nous qui sommes jeunes, on ne doit plus attendre tout du gouvernement. Si je suis jeune, je suis président d'une association de jeunes, déjà, dans mon quartier, je peux faire des sensibilisations le week-end. Au lieu d'aller à la fête, chacun peut apporter quelque chose à ce pays. Et c'est la seule manière pour moi. L'engagement civique doit être un des piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour éradiquer l'avenir populaire et pour faire développer ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Montesquieu. Oui, je vais abonder dans le même sens pour dire que, vous voyez, depuis 1990, on a adopté la Constitution. L'article 40 est là, qui parle d'éducation aux droits humains. Mais de 1990 à aujourd'hui, voilà là où on en est. Quel est le degré d'assimilation, d'appropriation des droits humains par la population? C'est là où on en est. Nous sommes dans un état de droit, comme on l'a dit. Il faut qu'on en arrive à vraiment s'approprier de ce qu'est l'état de droit. Dans notre devise, on dit fraternité, justice, travail. Hein? La justice, nous l'avons confiée en réalité à l'État. Donc, ça devait revenir à l'État de nous assurer la justice. Vous voyez, nous, on avait mené une campagne en 2016, parce que courant 2015-2016, il y avait une recrudescence de l'avenir populaire. Donc, on avait mené une campagne d'éducation des populations au respect du droit à la vie. Parce que quand vous prenez les droits de l'homme, il y a ce qu'on appelle le noyau dur, c'est-à-dire un ensemble de droits auxquels, peu importe les circonstances, vous ne pouvez pas déroger à ça. Et parmi ces droits-là figure le droit à la vie. Donc, on ne peut même pas prédisposer ou bien préjuger d'un certain contexte pour aller jusqu'à ôter la vie à un être humain. Donc, je reviens à dire que nous devons aller vraiment à l'éducation, aux droits humains. C'est un besoin et c'est imminent, c'est fondamental pour nous. Merci. Je vous remercie. Changement social demain. Monsieur Degueno. Je voudrais dire, pour conclure, que nous devons d'abord identifier les acteurs, les personnes responsables de la vindicte populaire. Et je voudrais conclure pour dire que, d'abord, il faut identifier l'État comme premier débiteur. C'est vous aussi et c'est nous. Donc, il y a trois acteurs. L'État, vous et nous. Et si nous essayons de conjuguer nos efforts ensemble pour aller contre la vindicte populaire, c'est que nous devons demander également à l'État de mettre à la disposition des jeunes, de mettre à la disposition des jeunes associations, ceux-là qui travaillent comme vous, comme nous, afin que nous puissions trouver les moyens efficaces qu'il faut, au-delà de ce que nous-mêmes nous faisons sortir déjà, pour aller sur le terrain, pour travailler. Il ne sert à rien simplement de dire ceci. Il faut également inculquer aux gens que la justice, elle n'est pas là pour faire une vengeance. La justice, elle est là pour corriger les gens. Quand on pense qu'on envoie quelqu'un, un criminel, ou bien quelqu'un qui a volé un poulet, quand on pense qu'on l'envoie juste en prison, il fait 2 semaines, il revient. Non. Le législateur, avant de légiférer dans un sens, fait d'abord l'étude du fait social. Et donc, le législateur réfléchit par rapport à tout ça avant de mettre quelqu'un derrière les prisons. Et là, maintenant, il va falloir qu'on inculque aux autres que s'il sort 2 semaines après, c'est parce qu'on veut le corriger. C'est parce qu'on lui a inculqué une correction là-bas. Et non, on ne veut pas le rendre encore criminel. Voilà ce qu'il faut adopter, montrer aux gens. Merci beaucoup. Merci, M. Degueno. Collégial, un mot de la fin. Oui, quand je vais quitter d'ici, je vais retourner sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a forcément des gens qui m'attendent là, à qui j'ai, moi aussi, un message. Vous savez, quand vous dénoncez sans preuve, quand vous venez vous épandre sur les réseaux sociaux, vous détruisez la vie d'un homme. Après, quand la preuve du contraire est établie, il n'y a plus personne pour véhiculer le message. Oui. Je voudrais qu'on comprenne que dénoncer sans preuve, c'est livrer à la vindicte populaire. Et c'est important pour nous. Ça, c'est vrai. Merci. Jamil.
finir, moi je citerai quelques points. Comme ils l'ont dit, renforcer l'éducation à tous les niveaux, mais la rendre continue. Il faut qu'on investisse dans l'éducation, les enseignants bien payés, les structurations, tout ça. Mais aussi renforcer la question de la décentralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef quartier n'a pas conscience que ce qui se passe dans son quartier l'incombe. Et les acteurs. Et c'est ça. Et lui, il attend juste. Voilà, c'est juste, il attend les légalisations. Donc, c'est exactement. Donc, il faut repenser ce processus de décentralisation-là. Et l'autre chose par rapport aux prisons, qui est très important pour moi, c'est qu'on a souvent l'impression que la prison est juste un lieu de réclusion et point barre. Alors que la prison devrait être un lieu de rééducation. Et c'est ça qu'on ne fait pas savoir aux populations. Quand quelqu'un va en prison, il ne va pas juste s'asseoir pour réfléchir son sort. Non, il va en prison pour qu'on mette en place des gens qui lui réapprennent à appartenir à la société. Et tant qu'on ne va pas aller vers cette vision de nos prisons chez nous et qu'on va les voir comme lieu d'empaquetage des humains qu'on veut juste débarrasser comme des scories inutiles, on va continuer à produire des gens qui vont en prison, qui reviennent et pour narguer. Parce qu'en prison, ils n'auront rien appris. Ils n'auront pas appris que ça et ça est important. Narguer, il y aura toujours la vindicte. Exactement. Donc c'est ça le principe. Merci Jamil. Un mot de la fin, Kamal, dans le micro. Ouais, j'aimerais juste conclure que j'aimerais interpeller le ministère des Affaires sociales et de la Famille pour leur dire qu'ils sont le ministère le plus absent. Et je souhaiterais vraiment qu'ils puissent comprendre que la première société, c'est d'abord la famille. Si ce ministère ne se donne pas des moyens pour pacifier les humains que nous vivons, en tout cas la jeunesse de ce pays, pacifier les humains et faire en sorte que l'amour soit vraiment cultivé comme un champ dans ce pays, nous allons rompre le contrat social. Et si nous rompons le contrat social... Est-ce que le ministère de la Famille a une emprise sur nos familles? C'est un ministère qui s'occupe des cas sociaux, enfin, quelques... c'est possible de le faire. Comment c'est justement en éduquant, en faisant en sorte que l'éducation soit vraiment la priorité de notre communauté, de notre ensemble. Parce que c'est ensemble que nous sommes les Béninois. Lorsque je me retrouve à Abidjan, on aime souvent dire « vous les Béninois ». Donc notre ensemble là, qu'est-ce que c'est? Notre ensemble là, qu'est-ce qu'il va devenir? Et inviter aussi les médias à justement faire leur boulot avec les artistes, avec différentes personnes. Nous, ça fait 12 ans qu'on a écrit Nana. Ouais. Moi, j'ai jamais entendu ça sur des radios, des télés. Parce que quand je vais là-bas en tant qu'artiste, on me demande de payer. Moi, je leur dis... Non, on ne paye pas. Oui, je sais. Canal n'a pas dû payer. Canal 3 pour qu'on diffuse Non, c'est clair. Non, ce n'est pas une accusation. Je ne suis pas dans une démarche d'accusation. Je répondais à Jamil qui parlait de... J'aimerais juste poser une problématique. Moi, j'ai été surpris de découvrir ce travail-là. Et c'est ça formidable. Des personnes font un boulot et tous les artistes ne sont pas là pour chanter des fesses. Il y a d'autres personnes qui chantent de quoi nourrir l'esprit, de quoi nourrir la tête, et qu'on puisse vraiment faire cette différence-là, parce qu'on n'est pas tous à la recherche de l'argent et du sensationnel. Nous prenons conscience des problèmes de notre société, nous décidons de faire en sorte que notre art, notre talent puisse l'exprimer, nous décidons de poser des problématiques. Donc c'est cet ensemble-là qui marche vers l'éducation, parce que si on éduquait, des personnes comme Éloi Dogo n'allaient pas subir ce sort-là. Et vivement aussi aux uns et aux autres, nous appeler à souvent nous mettre à la place des autres, d'arrêter le jugement. Moi, j'ai des cheveux tressés, j'ai toujours eu des cheveux dans ma vie. Quand je me rase, j'ai mal à la tête. Donc, est-ce que ça veut dire que je suis un bandit? Est-ce que ça veut dire que parce que j'ai des cheveux à la tête, je ne peux pas avoir un poste de responsabilité? Il faut que nous arrêtons de ces mentalités judéo-chrétiennes qui fixent l'humain dans des complexes, dans des parties de la vie. Aujourd'hui, quand je vais au Nigeria ou quand je vais au Ghana, j'ai des amis qui ont des dreadlocks qui bossent dans des banques. J'ai des amis qui ont des dreadlocks qui sont maires dans des villes en Europe. Qui sont autorités politiques. Nous devons travailler à faire évoluer les mentalités en Afrique depuis le Moyen-Âge. Malheureusement, nous sommes revenus à trop fort en arrière et nous ne vivons plus dans un environnement où l'être humain a vraiment sa place. Il y a trop de jugements, trop de stéréotypes, trop d'accusations et puis il n'y a pas vraiment de débat. L'homme ne discute plus. A dit, ah mon gars, tu es mon frère, on n'est pas d'accord mais on s'embrasse. Il n'y a pas de souci, la vie continue. Tu peux être musulman, je peux être vaudouisant. L'Afrique était comme cela. Nous avons reçu trop de bêtises d'un peu partout et véritablement nous singeons trop les gens. Nous devons revenir à devenir des hommes qui se ressemblent, qui s'assument, qui se respectent dans la glace et qui ne sont pas dans l'unité de la vie.
quand même. Il y a une diversité de l'autre humain. Merci, merci beaucoup. Alors, chers experts, c'est la fin je crois qu'on a dit l'essentiel. Oui, on a dit l'essentiel. Et pour ce cas-là, et pour le cas d'Éloi Dogo, moi, ailleurs, vous avez vu le cas de Samuel Paty en France. Macron lui-même, il y a eu un gros discours. Pour ce cas-là, ailleurs, on aurait eu une marche blanche, on aurait eu une marche dans le quartier. On n'a pas eu, justement... L'université, quel hommage on leur a rendu? Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il place Éloi Dogo? Des autorités jusqu'à présent. Pour que plus jamais ça... Bien moins que ça, on a vu des initiatives publiques. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a tué un innocent, un jeune étudiant, un talent d'un slameur. Et aucune autorité jusqu'à présent n'est intervenue. On ne fait rien de symbolique pour pouvoir marquer ça. On nous a dit que les enquêtes seraient en cours. On connaît la nature de ces genres d'enquêtes. Mais moi, je voudrais, pour finir cette émission, réclamer justice pour Éloi Dogo, interpeller les autorités, interpeller la police nationale, interpeller la justice de notre pays, afin que vraiment ça ne reste pas orphelin, en tout cas que ce crime ne reste pas orphelin, et qu'on ne réserve pas des obsèques de luxe à ce crime crapuleux commis dans la ville de Dakar. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi en 8. Au revoir.